Salut les héroïnes! Aujourd'hui, on va parler ensemble de la douance et surtout de cette question qui revient souvent, est-ce que c'est inné ou acquis? Est-ce que c'est un talent qu'on a depuis la naissance? Et j'aime bien en fait cette image de binet pour illustrer cette question. Finalement, c'est comme un arbre isolé dans une prairie. Nous ne savons pas s'il doit sa taille à la graine dont il provient ou à l'humus dans lequel il a grandi. Tout d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine Larive, je suis ton hypnocoach experte en profil atypique, haut potentiel, multipotentiel, mais aussi hypersensible et en fait sur toute la diversité cognitive. Si tu veux te faire accompagner, je te propose de remplir le sondage qui se situe juste en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir de te répondre. Alors, de manière générale, le consensus est clair sur le sujet. Non, ce n'est pas un talent qu'on a dès la naissance. Par contre, je t'explique dans cette vidéo pourquoi c'est une organisation cognitive spécifique innée qui finalement se potentialise grâce à l'environnement dans lequel un cerveau HPI se développe. Alors oui, on peut légitimement se poser la question de l'origine de la surdouance. Et en fait, il y a beaucoup d'études américaines, beaucoup moins européennes, qui montrent qu'on est surdoué dès la naissance et qu'on le reste toute notre vie. D'où le fait que Béatrice Miêtre, dans le livre des vrais surdoués, nous dise que le terme enfant précoce n'est pas forcément toujours adapté. En effet, précoce veut dire acquérir des capacités avant la date moyenne d'acquisition par la moyenne de la population, ce qui sous-entendrait que lorsqu'ils ont tous atteint cette capacité, leur avantage temporel disparaît. Or, ce n'est pas forcément le cas. L'enfant précoce, oui, certes, a des facultés de développement moteur, par exemple, mais il garde toujours ses différences cognitives liées à sa douance. Une autre question qui se pose, c'est est-ce que la douance est génétique? Il n'est pas rare que des parents qui viennent consulter pour leur enfant soient eux-mêmes surdoués. Des études sur 11 000 jumeaux surdoués dans plusieurs pays, on peut toujours critiquer la taille de l'échantillon, ont mis en apparence que l'intelligence était liée en partie à l'expression de certains gènes. Et cette étude suggère une combinaison extrêmement rare d'allèles spécifiques exprimant un ensemble de gènes impliqués dans les capacités cognitives. J'ai retrouvé un article de 1999 de Jacques Benesto qui nous explique les liens entre la génétique et le surdouement. Grâce à la génétique comportementale quantitative, on a pu identifier que l'héritabilité de l'intelligence serait de 70%. Et ceci a été reconnu par pas mal de spécialistes ainsi que l'Association américaine de psychologie. Et attention, l'héritabilité n'a rien à voir avec un individu, c'est quelque chose qui est à prendre en compte au niveau total de la population. Et ce qu'apporte l'héritabilité est en fait une limite que la personne atteindra ou n'atteindra pas en fonction des impératifs de l'environnement, du milieu, des événements qu'elle rencontre dans sa vie. Puis pour les 30% restants qui ne sont pas dans le génotype, attention, cela ne veut pas dire que seules les influences subies passivement dans la vie en sont responsables. Quand certains spécialistes ont réuni, par exemple pour la première fois, des jumeaux monozygotes qui avaient été séparés depuis leur naissance jusqu'à leurs 40 ans, en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient organisé à peu près de la même façon leur environnement physique, alors qu'au début, il était très différent. Autre question qu'on peut se poser souvent, c'est si je suis surdouée, est-ce que mes parents le sont? Est-ce que mes frères et sœurs aussi? Alors la réponse est pas forcément, c'est majoritairement héréditaire, mais on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi des cas où les membres d'une famille sont surdoués, mais ils ne le savent pas parce qu'ils ont vécu pendant des années dans une suradaptation. Ils ont développé tous ensemble ce faux self dont je parle dans une précédente vidéo, et du coup, ça a un caractère presque invisible. En apparence, ils semblent fonctionner comme ça en harmonie, mais ils vous diront à quel point ils dépensent une énergie très lourde. Eh bien, vous me direz quel est le rôle de l'environnement. La génétique ne fait pas tout et l'environnement a un rôle prépondérant
dans le développement du potentiel d'un surdoué. Un même gène peut s'exprimer différemment dans un environnement ou dans un autre. Et puis restons aussi vigilants sur le sujet de l'épigénétique qui dit que ce qu'on vit, ce qu'on sent, ce qu'on fait aurait aussi une influence a posteriori sur nos gènes. C'est ce que dit par exemple Hélène Aron sur le cas de l'hypersensibilité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un environnement appauvri en stimulation briderait l'expression génétique et vice-versa, un environnement enrichi en stimulation ferait exploser cette expression génétique. Comme pour n'importe quel enfant, à condition d'avoir bénéficié d'un environnement favorable, enrichissant, bienveillant, aimant, les enfants surdoués vont bien. En fait, ce qui tend à généraliser autour de la souffrance des enfants à haut potentiel est souvent lié à un environnement défavorable, que ce soit au niveau de la famille, de l'éducation, etc., qui est amplifié par la douance. Et ça ne veut pas dire pour autant que les parents qui vont vraiment s'adapter à leur enfant au potentiel, les écouter, chercher à comprendre leurs besoins, sont pour autant des parents qui vont privilégier des enfants rois. Ils sont là en fait pour les accompagner, les guider sur leur chemin de développement personnel. Et évidemment, on compte aussi beaucoup l'influence des événements de la vie, un déménagement par exemple pour un enfant, un décès aussi d'un proche pour un adulte, autant de choses qui vont aussi changer le cours des choses et créer aussi une certaine résilience chez le surdoué. Et pour transformer ce potentiel de l'enfant au potentiel en talent, il est important, comme on l'a dit, d'avoir une famille, des enseignants, une éducation qui favorise en fait l'exploitation de ce haut potentiel en talent. Le problème étant aussi dans la société la définition du talent et de la réussite. Aujourd'hui, l'intelligence est trop reliée à la réussite scolaire, ce qui fait que ça met pas mal de haut potentiel en échec. Alors qu'au-delà de la réussite académique, il y a plein, honnêtement, de domaines où le haut potentiel peut s'épanouir, dans le sport, dans les jeux, dans le domaine social, dans la musique, dans la psychologie. Et aujourd'hui, tout ça, c'est pas forcément reconnu. Donc il faut vraiment que le haut potentiel arrive à créer sa propre définition de la réussite, sa propre vision de ce qu'est un talent. Donc si tu veux vraiment inscrire ta légende personnelle de surdoué, je t'invite vraiment après cette vidéo à écrire sur une feuille quelle est ta définition de la réussite, ta propre définition, pas celle des autres. Pour finir, concernant la question du développement de l'intelligence des surdoués, ce n'est pas un modèle additif sur lequel il faut se situer, mais plutôt un modèle interactif. Puisqu'en effet, le développement de l'intelligence, en fait, c'est le résultat de l'interaction entre des dispositions innées, cognitives innées, et aussi un milieu favorable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un petit pouce si c'est le cas pour diffuser ce message auprès du plus grand nombre de hauts potentiels possible. Et je vous dis à bientôt les héroïnes. Ciao, ciao!